Et j'ai ici redit la position de la France dans ce conflit. Celle-ci est strictement défensive. Elle vise à protéger nos ressortissants et nos intérêts, à soutenir nos alliés régionaux et à préserver la liberté de navigation et la sécurité maritime, à tout faire pour aider à la désescalade. C'est pourquoi, dès hier soir, par les échanges que j'ai pu avoir avec l'émir du Qatar d'abord, puis le président Trump, et dans les conclusions que nous avons adoptées aujourd'hui, nous avons appelé à la mise en œuvre sans délai d'un moratoire sur les frappes ciblant les infrastructures civiles, en particulier énergétiques et hydrauliques. En effet, les populations civiles, leurs besoins essentiels ainsi que la sécurité des approvisionnements énergétiques doivent être préservés de toute escalade. Qui est changé, j'ai redit qu'une fois que la situation serait plus calme, la France était prête avec d'autres nations à prendre la responsabilité d'un système d'escorte de navires dans le détroit, dans le cadre d'une mission qui n'a pas vocation à être une action de vive force et qui devra faire l'objet d'échanges et d'une déconfliction avec l'Iran. Ceci implique d'associer tous les acteurs du secteur maritime, transporteurs comme assureurs. En revanche, nous ne participerons à aucune ouverture de force du détroit dans le contexte des opérations de guerre et des bombardements en cours. Au Liban, face à l'escalade, nous avons appelé à la cessation immédiate des hostilités, redit notre soutien au peuple libanais et à la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban. Le Conseil européen a aussi échangé sur les mesures à prendre sur les prix de l'énergie dans le contexte actuel. S'agissant de l'approvisionnement, nous pouvons compter sur nos stocks de précaution et nos réserves stratégiques. Quant à ces derniers, le G7 la semaine dernière a coordonné une réponse commune qui a permis d'annoncer la libération dans les semaines à venir de 400 millions de barils. S'agissant du prix de l'énergie, les réponses doivent se concentrer sur des mesures d'urgence pour atténuer l'impact économique, mais sans se tromper sur l'objectif qui reste la réduction des dépendances aux énergies fossiles. Et c'est là où, stratégiquement et à long terme, la démarche qui est la nôtre reste valide, celle qui consiste à nous décarboner, car la stratégie de décarbonation est celle qui permet d'accroître notre indépendance, dans la durée d'améliorer notre compétitivité et très clairement de répondre à nos objectifs climatiques. Il faut simplement se mettre en capacité de le faire. En tout cas, nous œuvrons pour qu'il y ait le moins d'impact possible. D'abord, depuis le début, en appelant à une désescalade, à une précision des objectifs qu'il y a derrière cette guerre pour qu'elle puisse trouver son terme le plus vite possible. Ensuite, justement, en appelant à préserver les capacités de production d'hydrocarbures, parce que c'est un des éléments clés. Ce qui s'est passé hier est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour, évidemment, le Qatar, mais pour l'économie mondiale. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, très concrètement, la demande que nous avons faite d'un moratoire permet de répondre à ce sujet. Ce que nous proposons ensuite, dans le moment venu, dans un cadre qui sera adapté et juridique et concret sur le terrain, de permettre la libre circulation d'Ormuz, c'est une manière d'y répondre. Ce que nous avons fait avec justement la libération de nos réserves stratégiques à hauteur de 400 millions d'euros permet de relâcher les choses. Donc je me concentre plutôt sur tout ce qui va nous permettre dans cette période de réduire les impacts sur nos économies. Et je ne ferai pas de spéculation sur les chiffres à venir. La question sur l'Ukraine, bien sûr, et sur la réaction russe. Le ministère des Affaires étrangères russe a réagi au propos du ministre Jean-Noël Barrot, qui a évoqué la chute de Bachar al-Assad, celle de Nicolas Maduro et celle de l'Ayatollah Khamenei, en affirmant que la France, dans ce contexte, poursuivait avec détermination sa pression sur Vladimir Poutine. Et la porte-parole du ministère russe, Madame Maria Zakharova, a déclaré, je cite, si c'est la position officielle de la France, de quel contact peut-il encore être question avec notre pays, avec de tels narratifs, elle a dit. Et elle a également précisé que les derniers échanges avec le représentant français restaient sans résultat. Et bien sûr, elle évoquait Monsieur Emmanuel Bon. Comment réagissez-vous à ces propos et ces échanges se poursuivront-ils dans ce cas-là? Une rencontre avec Vladimir Poutine est-il prévue, Monsieur le Président? Et enfin, Madame Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, a aussi réagi aux propos de Donald Trump, suggérait que vous quitterez bientôt l'Élysée en évoquant un scénario
iranien ou vénézuélien. Elle a dit, désolé, Monsieur le Président, je cite Madame Maria Zakharova, c'est pas moi. Voilà, comment interprétez-vous ce type de rhétorique venant de Moscou? Merci beaucoup. Écoutez, je ne vais pas participer au folklore en commentant des déclarations aussi farfelues. Le constat que je fais, c'est que tous les échanges qui ont été initiés par qui que ce soit, depuis février 2025, début des initiatives américaines, n'ont pas abouti. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont pris l'initiative d'un cessez-le-feu, qui l'ont proposé. Je le rappelle, accepté dès début mars 2025 par le président Zelensky, qui est pourtant l'agressé, à Jeddah, rappelez-vous, en mars 2025. Depuis ce moment-là, qui a dit toujours non, non, non aux propositions américaines? Qui a dit non au président américain en Anchorage au mois d'août dernier? Qui a dit non à tous les envoyés qu'il a eus? La Russie. Donc oui, les discussions n'avancent pas très bien parce que ce sont des gens qui disent toujours non, ils ne veulent pas la paix. J'espère qu'un jour ils diront on veut la paix. Ce n'est pas le cas. Donc la lucidité nous conduit à regarder cela, mais c'est plutôt leur problème que le nôtre, c'est-à-dire qu'il faut simplement le sincériser. Je crois qu'ensuite, ce qu'a voulu dire le ministre des Affaires étrangères est juste un élément de fait. Mettez-vous 2 ans en arrière, pas une éternité. Il y a 2 ans, dans la carte du monde, on vous disait qui sont les grands alliés de la Russie? Le Venezuela, M. Maduro, M. Bachar el-Assad en Syrie, et les dirigeants iraniens. C'était véridique, vous l'aviez dans toutes vos cartes, vous le sortiez dans tous vos journaux, dans toutes les cartes que vous présentiez. Non, ce sont les grands alliés de la Russie, ils les protègent. Le constat qu'on peut légitimement faire, c'est que il ne fait pas bon être protégé par la Russie. Parce qu'on n'a pas vu la Russie s'activer beaucoup pour protéger ni M. Maduro, ni M. Bachar el-Assad, ni manifestement le guide suprême iranien. Voilà. Je crois que c'est un élément de fait, là aussi. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Elles peuvent déplaire. Ça ne suppose pas pour autant de tomber dans le folklore et d'être insultant. Moi, je ne serai pas insultant, mais j'essaie d'être factuel. Et enfin, est-ce qu'il y a bien, comme il a été écrit, en partie démenti, mais pas totalement, une proposition française qui inclurait à terme une reconnaissance d'Israël par le Liban dans le cadre d'un accord entre les deux pays? Alors, merci de m'offrir la possibilité de clarifier tous ces points. Il n'y a absolument pas de proposition française qui met dans la balance une reconnaissance, quelle qu'elle soit. Pas du tout. Ça n'existe pas. Il n'y a pas non plus de proposition française à proprement parler. Il y a un travail que nous menons depuis le début de l'opération israélienne, en réponse aux attaques du Hezbollah depuis le sol libanais. Il y a un travail que nous menons en soutien du gouvernement libanais pour l'aider à structurer une réponse, une solution. Et il y a des démarches que nous avons effectuées en coordination avec les Américains pour convaincre les deux parties de se voir. Voilà exactement le rôle qui est celui de la France. Quelle est notre position sur le Liban? Nous croyons dans la souveraineté, l'intégrité territoriale du Liban, et nous soutenons les décisions et les expressions très courageuses du président Aoun et du Premier ministre Nawaf Salam et de son gouvernement, qui ont très clairement rappelé que le monopole des armes était aux forces armées libanaises et qu'il fallait donc que le Hezbollah rende ses armes. Voilà ce en quoi on croit. Mais on ne pense pas que la lutte contre le Hezbollah ou soustraction de ses armes puisse se faire par une puissance tierce. Et donc nous pensons que l'opération militaire terrestre israélienne, comme les bombardements, ne sont pas adaptés et même sont inacceptables au regard du droit international, comme de l'intérêt même et des Libanais et de la sécurité d'Israël dans la durée. Au demeurant, j'ose ici rappeler qu'Israël, par le passé, a mené de telles opérations pendant plusieurs années qui n'a pas produit les effets attendus. Donc dans ce cadre-là, nous sommes en soutien des autorités libanaises, seules compétentes pour régler ce sujet. Et donc nous leur apportons le soutien technique. J'ai échangé évidemment à plusieurs reprises avec les dirigeants libanais et syriens, et j'ai eu à 2 reprises aussi des échanges trilatéraux avec les présidents pour aussi
permettent d'avoir un agenda d'apaisement régional. Le sujet des négociations directes suppose que les délégations soient finalisées et que l'accord soit exprimé du côté israélien. Le président Aoun a très clairement dit sa disponibilité, sa volonté de le faire. Les Européens n'ont pas cessé de dire que le conflit au Moyen-Orient ce n'était pas leur guerre. Mais compte tenu de toutes les conséquences qu'il a pour les Européens, économiques, financières, géopolitiques, migration, etc., est-ce qu'on peut s'il n'y a pas une désescalade rapide, est-ce qu'on peut durablement rester en dehors de ce conflit? Et est-ce que cette question taraude certains de vos homologues ou pas du tout? Je n'ai entendu personne marquer une disponibilité pour entrer dans ce conflit, au contraire. Et je ne pense pas que participer à une escalade, si elle devait arriver, réglerait en quoi que ce soit la situation internationale, les conséquences qu'elle a sur nos économies. Donc je pense que la position qui est la nôtre, qui consiste d'abord à défendre le droit international, à essayer d'être des partenaires loyaux, fiables pour nos alliés et ceux avec qui nous avons des accords, et d'aider à la désescalade et à la liberté de navigation, est une position juste, proportionnée, et c'est le mieux que nous puissions faire. J'ai une question pour revenir sur le prêt à l'Ukraine. Certains dirigeants ont parlé d'un plan B pour éviter d'être juste dans l'attente des élections en Hongrie pour débloquer le prêt. Est-ce que vous êtes dans ces négociations-là? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'on est juste dans l'attente des élections? Merci. Écoutez, je pense que ce matin, ça a été rappelé par le président Costa. On a eu cette discussion. Peut-être la Commission travaille-t-elle sur des sujets techniques de très court terme pour les semaines à venir. En tout cas, nous ne devons pas transiger avec quelque chose qui n'a pas de précédent. C'est quand les chefs d'État et de gouvernement se mettent d'accord sur une décision, elle doit être honorée. Sinon, c'est en quelque sorte un effondrement du sens même de nos échanges. Donc pour moi, il n'y a pas de plan B parce que le plan A doit être honoré. Il en va de la crédibilité du Conseil. Then like, share and subscribe to Mirror Now.